Mais Mmh. après, j'ai appelé ma mère, j'ai dit: «Oh, c'est trop cool, là!» Et chanter dans le métro, j'ai trouvé trop cool. Marrante parce que, si vous avez fait le parcours de l'exposition, vous allez voir qu'il y a une affiche qui s'appelle le New York City Rap Tour, qui Mmh. arrive il y a 40 ans, pile poil, en 82 à Paris. Bon, c'est une petite métaphore, je sais pas le mot en français exactement. Le comment? Métaphore, c'est le même mot en français? Ouais, c'est la métaphore, ouais, OK, la métaphore. exactement, d'accord. Elle est sur scène parce que, quand je discute avec les jeunes, ils me disent, «Beh, nous, on n'a pas envie d'être tout de suite, sur les murs comme, une pièce de musée. On a envie d'être là, on est vivant, on a plein d'énergie, on a envie de s'exprimer». Plus facile avec le Ah oui, téléphone, mais à exactement. l'époque, il fallait la grosse caméra. Oui, À oui, l'époque, il fallait la grosse caméra. Ah, qu'est-ce que je recommande pour découvrir le hip-hop français, c'est ça? exactement, c'est ça. OK. Salut tout le monde, ma prénom est Savannah Maisoli, je suis Savissé et bienvenue à ma chaîne YouTube s'appelle The Savissy Scoop. Alors, cette vidéo, c'est une trop cool discussion entre moi et un expert rap français, François Goutré. François est un commissaire d'exposition au Philharmonie de Paris, un fondateur et style officiel, un co-fondateur de Urban Film Festival, un associé de Street Media TV et aussi il était un danseur avant un accident de genou. François est un vraiment parisien, il vient le 19e arrondissement et ensemble on parle toutes les choses rap français et les expositions hip-hop 360. Si pour aller au expo, allez. Avant 24 juillet 2022, bien sûr. Et l'expo, c'est incroyable et c'est très bon expérience pour toutes les personnes. Mais après la vidéo, maintenant, cette vidéo, tu peux regarder mon vlog dédié sur mon expérience avec les expositions en hiver. Ainsi, mais avant de commencer avec cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer les boutons aimer, abonner et ajouter un commentaire en bas. D'accord? C'est bon? C'est bon pour toi? Bon, allez, bonne séance! Avec la première question, votre travail avec Philharmonie de Paris pour 4 ans et ton position est commercial d'exposition. Expliquez votre travail. OK. Alors moi, je suis, issu de la culture, hip-hop. Je suis, né à Paris, dans un endroit, qui a vu, naître le mouvement hip-hop, en quelque sorte, en France et à Paris et pour le coup, c'est une culture dans laquelle j'ai grandi, auprès des acteurs majeurs de cette culture, les pionniers du mouvement du coup, j'ai essayé de retranscrire au mieux cette histoire, sur l'exposition. Hem, j'ai déjà une petite expérience d'exposition, avec la mise en place d'expositions, notamment sur les lieux mythiques du hip-hop à Paris, ou sur, le graffiti ou sur la danse, la musique du coup, c'est la Philharmonie, qui m'a contacté pour avoir ce rôle de commissaire d'exposition et raconter 40 ans de hip-hop en France. Oui, exactement. Et pour parler pour la deuxième question, pourquoi 40 années, pas 45, 50, 25, pourquoi maintenant? Ouais. 40 parce que, si vous avez fait le parcours de l'exposition, vous allez voir qu'il y a une affiche qui s'appelle le New York City Rap Tour, qui Mm. arrive il y a 40 ans, pile poil, en 82 à Paris. Donc 82, 2022, on est à 40 ans pile poil.
vraiment pour le hip-hop à Paris, en France. On sait que ça existe depuis 10 ans avant aux États-Unis. On a l'émergence du mouvement et l'arrivée du hip-hop au début des années 70, enfin dans 73, la Zulu Nation, le hip-hop, ces différentes formes d'expression. Mais en France, le hip-hop arrive précisément en 82 avec cette tournée New York City Rap Tour, organisée par Europe 1 et la FNAC. Bernard Zecri et Jean Caracos qui créent le label Celluloid et qui créent toute une série de disques aussi qui sont présents dans l'exposition. Et à cette époque-là, Bernard Zecri, il propose à la FNAC et Europe 1 de faire venir ces petits jeunes qu'il avait rencontrés à New York, c'est-à-dire à l'époque Afrika Bambaataa, Fab Five Freddy, Futura 2000, les Rocksteady Crew, les Double Dutch Girls. Et en fait, c'est tout ce mouvement qui arrive, donc D. White, et, qui arrive précisément en 82. D'accord. C'est pour ça que je voulais dire 40 ans. Oui, d'accord, c'est bon, c'est cool. J'ai vu pendant ma recherche sur vous que pendant votre enfance, DJ Abdel était votre visson, c'est Oui. dans le 19e arrondissement à Paris, bien sûr. Donc, la culture hip-hop et rap, c'est avec vous pendant le jour de naissance, peut-être. Donc, à quel moment vous choisissez travailler en hip-hop et la célébration et la conservation des cultures pour hip-hop et rap en français? Oui. Ben, c'est vrai que comme je le disais tout à l'heure, je suis dans un quartier où dans la tour d'à côté, il y a DJ Dynasty, mon voisin c'est DJ Abdel, il y a les graffeurs, les BBC qui sont un petit peu plus haut. Il y a, vous m'entendez bien? Parce que le réseau est de mauvaise qualité, ça me dit, j'ai un message qui me dit que le réseau est de mauvaise qualité. Alors, ça va, vous m'entendez bien quand même? Non, pour moi. Ok. Du coup, voilà, je suis vraiment auprès des pionniers du hip-hop. Et puis, il y a les danseurs, les Actuelles Forces de Saint-Denis, Quintessence, le Terrain Vague de la Chapelle, Ticaret, c'était un lieu, c'était la boutique où justement on trouvait tous ces styles vestimentaires et donc qu'on pouvait voir dans nos clips de rap préférés, Public Enemy, Run DMC, enfin voilà, tout ça, toute cette période-là, et les styles vestimentaires où justement je fais un clin d'œil aussi à Dapper Dan sur les styles vestimentaires aussi quand il habillait Eric B. Rakim ou quand il habille aussi les Fat Boys, tout cet univers-là, Salt and Pepper, tout ça, et en fait on voit tous ces styles. Et donc, enfin, pour revenir à la question, du coup, ce qui me donne aussi envie, c'est un moment, et de conserver surtout, c'est que à la base, je suis danseur, et il y avait personne qui nous filmait, il y avait personne, c'était encore très marginal. On s'entraînait dans la rue, on s'entraînait dans des halls d'immeubles. On n'avait pas réellement de scène d'expression, à part une fois dans l'année, il y avait le Battle of the Year en Allemagne, et puis qui a commencé en 94-95. Du coup, moi, je me mets à filmer. Je commence à filmer tout ce que je peux filmer. Je me débrouille une caméra H8, c'était les vieux formats avec les bandes à l'époque. Et je filme tout ce que je peux filmer. Aujourd'hui, c'est plus facile avec le téléphone, mais à l'époque, il fallait la grosse caméra. À l'époque, il fallait la grosse caméra. Et donc, je me baladais avec ça et je filmais tout ce que je pouvais filmer. Et je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure du temps, je commençais à avoir des images rares. Et puis, je me suis dit que petit à petit, j'étais en train de constituer une espèce comment dire, d'archives au départ très personnelles. Et puis, avec les copains, on filme, les groupes. Et puis c'était une période où en fait tout le monde était très réservé à propos de l'image.
on ne pouvait pas filmer n'importe qui. Et il fallait le consentement. On ne peut pas, aujourd'hui, avec le téléphone, on filme un peu tout le monde. Mais à l'époque, c'était pas comme ça du tout. Il fallait demander, est-ce que je peux te filmer? Je vais dans un entraînement, dans la rue. C'était pas aussi simple qu'aujourd'hui, même si malgré tout, il y a malgré tout des droits quand même. C'était très compliqué. Et puis parce que aussi, tout le monde voulait préserver son style. On ne voulait pas que les pas de danse circulent trop facilement parce qu'après, il y avait les gens copiaient les styles, copiaient. Et du coup, voilà. Et je me suis retrouvé à filmer avec la confiance de tous les acteurs que je connaissais bien, filmer tout ça. Et de là, j'ai commencé à archiver. Et à un moment, je me suis dit, ça serait bien d'en faire quelque chose de toute cette matière-là, toutes ces vidéos que je pouvais avoir. Et j'ai commencé à faire à me former pour faire de la vidéo. Et j'ai commencé à participer à des festivals de courts-métrages. Et c'est de là que j'ai commencé à faire mes premiers petits courts-métrages, mes films. Un petit peu plus tard, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de lancer un festival de films hip-hop et culture urbaine. Et c'est là que j'ai reçu des vidéos du monde entier, des films. Et depuis 17 ans maintenant, je fais ça. Et j'ai des films de partout dans le monde. On organise des qualifications de films sur le hip-hop partout. Et c'est comme ça aussi que je me suis retrouvé à devenir, à créer un centre de ressources, des archives du hip-hop. Et que je suis sollicité maintenant par des musées pour présenter cette matière qui est difficilement trouvable. Oui, monsieur. Ah, ok, cool. Parce que pendant ma visite, je vois les grandes histoires, les 40 années, c'est beaucoup de choses. Et le film et documentaire, les histoires, c'est super important. C'est continuer avec les gens. Cool. Alors, en janvier, j'ai visité l'exposition et c'était formidable. J'adore. Merci. Avant, je sais Joey Star, Booba et Dance et c'est tout, seulement. Mais après, j'ai appelé ma mère, j'ai dit, oh, c'est trop cool. Et chanter dans le métro, c'est trop cool. Mais pour vous, qu'est-ce que c'est votre inspiration avant l'expérience immersive et interactive pour les personnes qui visitaient 360? Ouais. Ben, j'avais plusieurs challenges. C'est qu'il fallait que je raconte cette histoire sur 40 ans. Donc, aussi bien présenter la scène old school que new school aussi. Donc, Oui. il y a aussi cette idée de créer un espace interactif, mais aussi un espace d'expression où dans le 360, on va accueillir régulièrement des spectacles. Parce que quand je discute avec les jeunes, ils me disent « Oui, mais on n'a pas tout de suite envie d'être dans un musée, on a envie de s'exprimer. » Et du coup, les 40 ans, elle se présente comme ça. La jeunesse, elle est sur scène. Elle est sur scène parce que quand je discute avec les jeunes, ils me disent ben nous, on n'a pas envie d'être tout de suite sur les murs comme une pièce de musée. On a envie d'être là, on est vivant, on a plein d'énergie, on a envie de s'exprimer et créer la matière pour le musée dans 40 ans. Donc, on en sera à 80. Mais ce que je voulais dire, c'est que l'idée, c'était de créer de la matière aujourd'hui. Et donc, dans l'espace d'exposition, on a de la scène, des acteurs de la scène actuelle qui viennent se produire. Et là, on crée la mémoire de demain. Et puis, l'autre challenge, c'était de raconter le hip-hop dans ses différentes formes d'expression et montrer que le hip-hop, finalement, OK, il y a l'art graphique, il y a la musique, la danse, mais aussi, il est immersif, et enfin, il s'est infusé dans toutes les cultures, et finalement, on le retrouve partout. On le retrouve dans la mode, on le trouve dans les photographes, les street photographeurs, on le retrouve dans les réalisateurs vidéo, avec une esthétique particulière, une manière de réaliser.
On le retrouve chez les beatmakers, on le retrouve un peu partout. Et finalement, c'est pour ça aussi 360, pas uniquement pour le cypher 360 vidéo, mais vraiment 360 parce que c'est partout en fait. Le hip-hop, il est partout en fait. D'accord. Bon, c'est une petite métaphore. C'est pas le mot en français exactement. Comment? Métaphore, c'est le même mot en français. Ouais, c'est la métaphore. Ouais, la métaphore. Exactement, d'accord. Ouais, Cool, cool. Allez, ainsi, pendant ma visite à l'exposition, j'ai vu un petit garçon, peut-être 5 ou 6 ans, danser à la musique pendant le cercle, le 3. Ok. C'était trop mignon. Et quand j'ai vu le petit garçon, je pense que beaucoup de personnes qui... Cette exposition, c'est la première introduction le rap français et l'histoire. Mais ma question pour vous, qu'est-ce que les objectifs principaux pour ces expos? C'est le même... oui, c'est tout. Oui. Ouais. Bah, les objectifs, c'est effectivement de, de rendre hommage aussi aux pionniers. C'est vrai que pendant longtemps, il y a eu une césure comme ça entre les différentes générations et il n'y a pas eu de pont, il n'y a pas eu de passerelle réellement d'établi entre les différentes générations. On dit, ah, on parle de la old school, on parle de la new school, mais souvent, il n'y a pas il n'y avait pas comment dire, il n'y avait pas je perds le terme, mais il n'y avait pas d'occasion, il n'y avait pas d'occasion pour créer cette discussion entre les générations, il n'y avait pas d'occasion, et là justement, ça crée l'occasion. Et à travers cette exposition, on crée des colloques, des moments de discussion, on informe les médias et aussi les publics d'initiés, à la fois très pointus, mais aussi les curieux. Donc ça touche tous les publics. Et on voit bien d'ailleurs dans les visiteurs, dans le public qui vient voir l'exposition, souvent c'est des parents qui viennent aussi avec leurs enfants, et les parents qui disent ah regarde à l'époque le hip-hop c'était comme ça, il y avait les cassettes et tout ça, mais les enfants qui disent ah mais tu sais papa ou maman aujourd'hui le hip-hop c'est comme ça, et en fait on se rend bien compte que le hip-hop il traverse les générations et chacun à sa manière a son propre hip-hop, il traverse le temps. Mais il est toujours actuel finalement. Il n'est pas old school ou il n'est pas, enfin voilà, il est toujours présent. Et la force du hip-hop, c'est qu'il est constamment en évolution. Donc les jeunes, il n'y a pas de code réellement. Chacun prend ce qu'il a envie de prendre, le reforme à sa manière et en fait quelque chose de nouveau qui reste finalement le hip-hop, mais présenté d'une autre manière. On voit les nouveaux rappeurs ou les nouvelles sonorités, les nouveaux mouvements, le break qui rentre aux Jeux Olympiques, l'afro-trap, plein de styles, plein de styles qui évoluent constamment et donc c'est ce qui en fait sa force et aussi l'objectif, l'un des objectifs aussi, c'était vraiment de rassembler toutes ces collections parce qu'on voit bien que les acteurs, au fur et à mesure du temps, disparaissent malheureusement avec le temps. Il y en a pas mal qui décèdent ces derniers temps et c'était important aussi de réunir, rendre hommage, trouver des archives avant que ça soit complètement disparu et que finalement les photographes meurent avec leurs photos, les vidéastes meurent avec leurs archives. Ben non, là c'est l'occasion de les sortir, les rentrer dans un musée et que ça marque le temps. Parce que là, s'il n'y avait pas eu ne serait-ce que le confinement, j'ai profité du confinement pour travailler au plus près des photographes, sortir des archives inédites, vraiment jamais vues jusqu'à présent, et ils en ont fait des livres. Et les livres, ça reste dans le temps. S'il n'y avait pas eu ça, il
il y a un dixième des livres qui n'aura pas été sorti pour l'occasion. Et là, il y a par exemple Sophie Bramley qui a sorti un énorme livre qui s'appelle Yo. Il y a Mai Luca qui sort un livre, Les Fly Girls. Il y a Yann Morvan. Il y a, enfin, vraiment, il y a plein de Martine Barra. Il y a Jean-Pierre Lafont qui va sortir un livre. Enfin, il y a plein de livres qui vont sortir. Il y a des documentaires qui vont être réalisés. Il y a des chaînes qui s'intéressent au sujet. Du coup, ils créent de la matière, ils créent des films documentaires. Et il y a plein de choses qui se font parce que c'est l'occasion. Et ça, ça faisait partie des objectifs. Voilà, en gros. Oh. Et vous parlez un peu pour ma prochaine question. L'exposition est une grande célébration de 40 années, mais pour la préparation, je sais beaucoup de choses et plan beaucoup de choses préparées. Quand vous commencez avec la préparation, pendant un confinement ou avant, et Ouais. avec combien de personnes? Ouais. Alors, c'est un travail qui se quantifie pas comme ça sur la fabrication de l'exposition en 3 ans, mais vraiment de manière plus long terme, parce que ça fait près de 20 ans que j'archive. Et en fait, c'est une relation aussi de confiance que j'ai avec les acteurs, avec les photographes, avec une connaissance du milieu. Et j'ai pu très vite identifier les acteurs qui ont participé à archiver le mouvement hip-hop. Et donc, c'est un travail de, comment dire, de 20 ans finalement, parce que ça fait 20 ans que je suis au plus près des acteurs et que je les sensibilise déjà à archiver et à présenter des contenus. C'est pour ça que j'ai récupéré des archives photos de grande qualité, c'est pour ça que j'ai récupéré des documents vidéo incroyables. C'est pour ça que je me suis entouré aussi de spécialistes et de conseillers musicaux comme Franck Aderer sur la partie radio et mixtape. C'est comme ça que je me suis aussi entouré de Clémence Farrell qui a fait la scénographie pour mettre en valeur aussi ces archives, ces documents. C'est comme ça que l'équipe de la Philharmonie a créé un système interactif pour aussi trouver une manière originale de présenter ses contenus. Et c'est comme ça que voilà, il y a une petite équipe qui s'est consolidée comme ça pour présenter au mieux et de manière originale ces contenus. Parce que je voulais pas, moi qui viens de l'événementiel, je voulais pas que ça ressemble à un musée classique un peu poussiéreux, mais vraiment bousculer les codes, être dans le festif, dans l'animation, dans le hip-hop et comme on le connaît, vivant, plein d'énergie, de la couleur. Et je voulais aussi qu'on ressente ça. Que vraiment on se dise ah ok d'accord, il y a une partie archive, ok, c'est important parce qu'on est aussi au musée de la musique. Donc la trame, le fil rouge, ça reste la musique, mais on est au musée de la musique. Donc il y avait une partie importante de présenter des archives parce qu'on est au musée. Mais finalement, comme je viens de l'événementiel, je voulais absolument qu'il y ait une partie très vivante et que ça soit quand on va à l'expo, il faut se dire c'est comme si on allait aussi à un événement. Voilà, c'est pas quelque chose de figé. C'est très évolutif avec de la programmation. Il y a des concerts. Il y avait Kerry James le week-end dernier. Il y avait un battle de danse. Il y a des colloques. Il y a des discussions. Il y avait dans le 360, il va y avoir des émissions de radio, de télé, des showcases, des battles, de l'expression graffiti dans les devant. Enfin voilà, c'est comme ça que je l'ai imaginé. Oh, top. Alors, pour les temps, c'est ma dernière question, mais également Okay. merci beaucoup pour votre temps ce matin. Avec plaisir. Pour les personnes qui regardent cette vidéo et ils ne connaissaient pas des choses sur le rap français, mais maintenant avoir une petite intérêt sur les gens et les histoires. Qu'est-ce que tu recommandes pour les personnes commencer avec rap français? Une chanson, artiste, album et d'autres.
Ah, qu'est-ce que je recommande pour, pour découvrir le hip-hop français, c'est ça? Exactement, c'est ça. OK. Bah, ça, c'est pas évident comme, parce que selon son affinité, si on va vers, la musique ou si on est plutôt art graphique, graffiti, street art ou si on est, plutôt vers la danse, forcément, ou le beatbox ou les DJ ou les beatmakers ou les vidéos, les street photographeurs. En fait, il y a ça déborde partout et la mode, comme je disais, on est à 360. Donc, selon son affinité, vers telle ou telle discipline, je dirais qu'il faut être curieux, essayer d'aller à la source et puis découvrir, ne pas hésiter à poser des questions. Quand on rencontre des artistes, tout le monde est flatté de pouvoir répondre à des questions. Et quand on voit un danseur, qu'on n'hésite pas à lui dire d'où viennent ses inspirations, parce qu'on se rend compte que finalement, le hip-hop, il n'est pas cloisonné, il n'est pas enfermé dans sa bulle, il est tellement ouvert. On nous a tellement pendant longtemps, les médias nous ont dit ah c'est le ghetto, mais en fait c'est pas du tout le ghetto, ça transpire une énergie qui vient de là effectivement, mais qui est ouverte à tous les profils finalement. Et puis c'est ce qui en fait sa force, et puis c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on a des collaborations incroyables entre le sport, la culture, le luxe, l'art de la débrouille, l'underground, le mainstream, le cinéma, et c'est ce qui fait sa force. Donc, je dirais, selon vos affinités, allez creuser pour comprendre et d'où viennent les influences de la musique, du jazz, la soul music, de la funk, le disco, et en fait toute cette énergie, voilà. Soyez curieux. D'accord, bon, parfait. Mais c'est très difficile répondre, je comprends. Alors, c'est tout pour moi. Eh Encore ben, merci beaucoup pour votre temps enchanté et très également. bonne journée. Et pour les personnes qui regardent cette vidéo, si l'exposition est disponible encore 24 juillet, oui. Jusqu'au 24 juillet. Ouais. D'accord, c'est bon. Et l'information dans un mois. Et merci beaucoup, François. Merci Savannah. Et Merci. Bye. au revoir.